Bonjour, chères toutes, chers tous, chers amis, bienvenue sur la chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion que j'estime essentielle, urgente, brûlante, celle du rapport entre ce qu'on appelle l'Occident, je mets l'Occident bien entendu entre guillemets, parce que c'est une construction au même titre que l'Orient ou ce qu'on appelle le Sud global. L'islam est ce fameux choc des civilisations également entre guillemets, qui revient sans cesse dans les discours politiques, médiatiques et idéologiques. Je vais parcourir une réalité délicate. Nous allons le faire ensemble. Je vais essayer d'entreprendre un examen que j'estime nécessaire pour comprendre comment se fabriquent les images de l'autre, comment se construisent les peurs, comment se reproduisent les discours coloniaux et pourquoi l'actualité semble rejouer encore et encore les mêmes schémas. Ces dernières décennies, un peu partout, des thèmes comme l'immigration et l'islam reviennent dans de nombreuses campagnes électorales, notamment dans le discours de l'extrême droite. Et nous savons que l'extrême droite monte ces dernières années, progresse énormément en Europe. Ce discours prend de l'ampleur, repris même par une partie de la gauche. Les musulmans sont montrés du doigt, accusés, essentialisés. Un certain Éric Zemmour a même évoqué leur déportation de France. Il reproduisait ainsi un discours déjà ancien du grand remplacement. D'autres les semblent de prouver leur innocence. On les présente comme responsables de tous les maux d'un Occident imaginé comme un bloc homogène. Dès qu'il s'agit de l'islam, on ressort la loi de 1905, la loi sur la laïcité de 1905, pour lui faire dire ce qu'on veut, tout en restant silencieux sur les droits de l'homme. Certains maghrébins, écrivains ou non, reprennent ce discours raciste, parfois par masochisme, parfois par intérêt. On a perverti une loi modérée, une loi ouverte, celle de 1905. Heureusement, des intellectuels français et européens s'y opposent. Même Clémenceau, en son temps, avait réfuté les thèses de Jules Ferry sur l'infériorité des peuples colonisés. Aujourd'hui, le retour du colonial est violent, agressif. On fabrique sans musulmans, sans monde musulman. Des spécialistes autoproclamés parlent d'une communauté imaginaire faite de clichés et de stéréotypes. On dénonce le communautarisme, puis on exige des musulmans qu'ils parlent en communauté. Toute exclusion est mortelle. Il n'y a pas de monde musulman, qu'il n'y a pas de monde chrétien ou de monde juif, même si on tente de créer un État juif. On parle encore de supériorité de civilisation ou de race, alors que Claude Lévi-Strauss a démontré que l'idée de race est non opératoire. Edgar Morin parle, lui, de civilisation humaine, rejetant l'idée de civilisation au pluriel et aussi de ce sens qu'on donne à civilisation dans le sens
d'ouverture. Pourtant, on continue de construire une image dévalorisée de l'autre, comme incapable de progrès, alors que la violence et le terrorisme ont marqué toutes les cultures. Les attaques anti-immigration, la montée de l'islamophobie, la perversion de la laïcité en arme contre une religion, les pratiques fascistes de l'autre camp, tout cela crée un climat délétère. On marginalise toute parole qui cherche à dépasser les communautarismes installés par Zemmour, Welbeck, les islamistes et d'autres. Parce que finalement, Zemmour, Welbeck et les islamistes vont dans le même sens. On manipule la notion d'identité, alors que l'identité est un brassage, un mouvement, une pluralité. Dans l'imaginaire colonial, toujours présent, l'arabe ou le colonisé est un sauvage, violent, sans densité. Dans l'étranger de Camus, Meursault tue l'arabe, sans nom, sans identité, sans remords. Le colonisé est fait pour être tué. Sa mort ne compte pas. On le voit maintenant déjà. On le voit à Arzap. Même Victor Hugo, pourtant célébré, a tenu des propos d'une violence extrême contre les Nord-Africains, appelant à plus de barbarie pour mieux les dominer. La gauche aussi a reproduit ce discours raciste. Alain Badiou l'a montré dans un très beau texte. Léon Blum déclarait en 1925 que les races supérieures avaient le devoir d'attirer à elles les autres, c'est-à-dire les colonisés. Les Français d'origine maghrébine sont condamnés à montrer par patte blanche à chaque attentat, alors que les mêmes crimes commis dans leur pays d'origine ne provoquent aucune indignation. Aimé Césaire l'avait parfaitement expliqué. Le bourgeois européen porte en lui un Hitler qui s'ignore. Ce qui ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime, mais d'avoir appliqué en Europe les méthodes coloniales réservées aux Arabes, aux Indiens, aux Africains, explique Aimé Césaire. Le colonisé est un éternel barbare. Le regard porté sur les Arabes reste marqué par une histoire conflictuelle, par un discours religieux latent. On se souvient de la croisade de Bush, des propos de Berlusconi, de nombreux journalistes et politiques occidentaux. Certes, l'Occident n'est pas une totalité homogène, mais il reste traversé néanmoins par une idéologie chrétienne profondément ancrée. Le conflit israélo-palestinien, la destruction de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, l'islamophobie ambiante, tout cela nourrit un discours paternaliste et européocentriste. Les thèses de Samuel Huntington ou de Bernard Lewis, combattues par Edward Said, renforcent l'idée d'un conflit inévitable en civilisation, alors que, dans les faits, ce conflit est une simple construction, est un désir peut-être de Huntington, Lewis et d'autres. Les dossiers arabes sont pris en charge par les Américains comme si les Arabes étaient incapables de gérer leurs affaires. Les pouvoirs arabes, eux aussi, reproduisent ce discours, convaincus que leur survie dépend du soutien occidental. Je mets toujours les guillemets à occidental. Je crois à la civilisation humaine et aussi à la présence de plusieurs courants dans une même société. Ils parlent de démocratie, mais les mêmes oligarchies gouvernent toujours.
les foules arabes privées de citoyenneté ne comptent pas. Donc, on reproduit finalement le système colonial. C'est ce qui se passe aussi en Afrique noire. Le discours occidental sur les Arabes et les Africains a une longue histoire. Les deux mondes ont intériorisé des attitudes agressives. La colonisation a aggravé les choses. Même Marx a produit une image européocentriste de l'Algérie. L'arabe n'a pas de singularité. Il est un arabe, un suspect, un potentiel criminel. C'est ce qu'on trouve dans L'étranger de Camus et aussi chez Bertrand ou chez Rondeau, donc dans toute la littérature algérianiste. Les sanctions contre les pays arabes, les représentations cinématographiques, les images humiliantes de Saddam Hussein et de ses fils, de Kadhafi, tout cela renforce l'idée d'un Occident anti-arabe. Parce que dans les deux cas, il y a une construction un petit peu de ce discours de choc des civilisations également dans les pays anciennement colonisés. Donc il y a ce discours, on le trouve que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans les pays anciennement colonisés comme l'Afrique et les pays arabes. Les scènes de torture en Irak ont ému ceux qui savaient déjà ce qui s'y passait. Fanon l'avait écrit. Le peuple sous-développé doit prouver sa pureté tandis que l'Occident torture la conscience tranquille. Il écrit ceci dans son livre L'an 5 de la Révolution algérienne. Le peuple européen qui torture est un peuple déchu, traître à son histoire. Le peuple sous-développé qui torture assure sa nature, fait son travail de peuple sous-développé. Le peuple sous-développé est obligé, s'il ne veut pas être moralement condamné par les nations occidentales entre guillemets, de pratiquer le fair play, tandis que son adversaire s'aventure la conscience en paix dans la découverte illimitée de nombreux et de nouveaux moyens de terreur. Le peuple sous-développé doit à la fois prouver par la puissance de son combat son aptitude à se constituer en nation et par la pureté de chacun de ses gestes qu'il est jusque dans les moindres détails le peuple le plus transparent, le plus maître de soi. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, les colonisés devraient montrer patte blanche. Ça veut dire, ah, nous ne sommes pas comme les autres. Mais il faut le rappeler, l'Occident n'est pas une totalité, l'Orient non plus, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Ce sont les regards totalisants qui rendent impossible toute relation normale. Un regard totalisant est un regard intégriste. Les terrorismes se nourrissent du déni de l'autre. Là, il faut le dire. Les terrorismes se nourrissent du déni de l'autre. Même le savoir est instrumentalisé, reproduisant un regard ethnocentrique ou ethnocentriste que les élites arabes intègrent parfois sans le questionner. L'altérité est au centre du débat culturel. Nous avons assimilé les valeurs occidentales à travers la colonisation et le contact avec un Mashraq fasciné par l'Europe. Les Arabes pensent encore leur histoire en fonction de l'Occident. Toute critique passe par les schémas occidentaux. C'est une obligation. Dans les crises, on ressort le discours de l'invasion étrangère comme si les cultures étaient des musées. Penser le moi, c'est penser l'autre.
L'Occident traverse nos discours, même ceux qui prétendent le rejeter. La colonisation a imposé ses formes culturelles. Les autochtones les ont d'abord rejetées, puis adoptées sous pression. L'Occident et l'Orient se regardent comme des chiens de faïence, chacun fabriquant un ennemi confortable. En définitive, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une nouveauté, c'est la continuité d'un imaginaire colonial qui n'a jamais cessé de produire ses effets. L'Occident et l'Islam sont présentés comme deux blocs figés, deux entités irréconciliables, alors qu'en réalité, ils sont traversés par des histoires multiples, des brassages, des contradictions. L'identité est volage, l'identité est mouvement. Ce regard binaire, cette opposition artificielle n'est qu'une construction idéologique qui sert à maintenir des rapports de domination. Le discours du choc des civilisations n'est pas innocent. Il fabrique un ennemi confortable, un autre à exclure, un musulman imaginaire. Avant, c'était le russe, c'était le soviétique. Maintenant, c'est le chinois également, avec musulman, le russe pour l'Europe. Un musulman imaginaire qui devient le symbole de toutes les peurs. Ce discours repris par des politiques, des intellectuels, des médias, reproduit les clichés anciens. L'arabe barbare, violent, incapable de progrès. Ce regard dévalorisant traverse encore nos sociétés, nourries par des siècles de colonisation, par des guerres, par des guerres, des croisades, des mythes religieux et politiques. Mais il faut le dire clairement, l'Occident, et je le répète encore une fois, n'est pas une totalité homogène, l'Orient non plus. Ce sont des ensembles traversés par des courants divers, des contradictions, des résistances. Réduire ces mondes à des blocs monolithiques, c'est nier leur complexité, c'est nier leur humanité, c'est aussi rendre impossible toute rencontre véritable, toute relation normale, toute reconnaissance mutuelle. Le colonialisme a laissé derrière lui une fracture profonde. Un colonisateur prisonnier de ses fantasmes de supériorité et un colonisé condamné à intérioriser ce regard, à se voir avec les yeux de l'autre, à porter une haine de soi. Cette fracture continue de structurer nos identités, nos cultures, nos discours. Elle nourrit les racismes, les exclusions, les violences symboliques et physiques. Elle alimente les intégrismes, qu'ils soient politiques ou religieux, en Occident comme en Orient. Et je mets les guillemets à ces deux entités, Occident-Orient. C'est pour cela qu'il est urgent de libérer les imaginaires, urgent de sortir de ces schémas hérités, de ces oppositions simplistes, de ces mythes dangereux, urgent de procéder à une véritable décolonisation de nos cultures et de nos identités. Cela ne signifie pas effacer les influences, car aucune culture n'est pure, aucune identité n'est intacte. Cela signifie reconnaître les métissages, les hybridations, les syncrétismes, non comme des faiblesses, mais comme des forces. Cela signifie assumer que nous sommes faits de multiples couches, de multiples mémoires, de multiples histoires. Décoloniser nos imaginaires, c'est refuser de penser le monde uniquement à travers les catégories imposées par l'histoire coloniale. C'est pour cette raison que nous devrions libérer, retravailler, réinterroger l'appareillage conceptuel dominant. C'est notre fonction.
d'universitaire, c'est une fonction d'interrogateur, si vous voulez, ou de questionneur. C'est retrouver la capacité de produire nos propres récits, nos propres visions, nos propres langages. C'est redonner à nos cultures leur dignité, leur créativité, leur autonomie. C'est sortir de cette schizophrénie historique qui enferme le colonisateur dans ses mythes et le colonisé dans ses blessures. Le colonialisme a voulu figer les identités. La décolonisation doit les remettre en mouvement. Elle doit ouvrir des espaces de rencontre, de dialogue, de reconnaissance. Elle doit permettre de penser l'altérité non comme une menace, mais comme une richesse. L'altérité aujourd'hui est vue comme un regard eurocentriste ou européocentriste, c'est-à-dire nous sommes regardés par les autres. Ce sont les autres, c'est l'Europe qui se considère toujours comme centre. Quand je dis l'Europe, les États-Unis également, comme centre. Et nous, toujours des espaces périphériques. C'est ce regard, et nous sommes obligés, condamnés, nous sommes sommés plutôt à reproduire ce regard, à emprunter ce regard, à, si vous voulez, entrer dans une perspective autoraciste. Donc, cette manière de voir cette décolonisation doit nous libérer de cette obsession de l'ennemi, de cette fabrication permanente de l'autre comme danger. Mais là, il faut aussi que l'autre comprenne que les pays anciennement colonisés ont aussi leur discours, ont aussi leur histoire, ont aussi leur autonomie. Car tant que nos imaginaires resteront colonisés, nos sociétés resteront prisonnières. Tant que nous penserons l'Occident et l'islam comme deux blocs opposés, nous reproduirons les mêmes erreurs, les mêmes violences, les mêmes exclusions. La véritable indépendance, la véritable liberté commence là, dans la reconquête de nos imaginaires, dans la décolonisation de nos cultures, de notre appareillage conceptuel, dans la réinvention de nos identités vues comme espace en mouvement, comme espace, j'allais dire, volage, comme espace métis, métis. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, chers amis.